la une ce soir. Je, Christine Fréchette, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de première ministre avec honnêteté et justice. Une page de l'histoire québécoise se tourne. Christine Fréchette devient officiellement première ministre du Québec. Il faut travailler ensemble. On s'en sortira pas autrement. Moi, je me rallie derrière elle. Ça va être une excellente première ministre. C'est une nouvelle ère, c'est le printemps. Je m'attends de l'action. Cours d'eau sous surveillance. Encore de la pluie prévue pour les prochaines heures. À matin, à peine si on voyait l'eau commencer à peine sur le chemin, tranquillement. Plus ça va, plus qu'à monter. On a déjà distribué environ plus de 2000 sacs de sable. Et en réponse au blocus américain, l'armée iranienne menace maintenant de bloquer la mer Rouge. And it's obviously in the best interest of Iran to meet the president's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear. Il est 17 h. Voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, Christine Fréchette, qui est officiellement la première ministre du Québec, elle a été assermentée il y a quelques minutes. Ça se passait à l'Agora de l'Assemblée nationale. La députée de Sanguinet devient donc la deuxième femme à la tête de l'État québécois. On pourra d'ailleurs en parler tout à l'heure avec Pauline Marois. Mais d'abord, Jean-François, on peut dire que Christine Fréchette a insisté dans son discours sur son intention de poursuivre la mission de la CAQ. Elle veut représenter le changement, bien entendu, là, mais pour ce qui est des valeurs de la CAQ, ça va rester. On pense notamment au nationalisme, à la bataille pour l'identité, la bataille pour l'égalité des femmes également, et bien entendu l'économie. Elle est très identifiée au milieu économique. Elle était la ministre de l'économie et de l'énergie, donc ça va continuer. Je m'excuse tout de suite, j'entends pas très bien parce qu'il y a quand même pas mal de monde ici. J'imagine que tu peux voir, là, il y a plus de 200 personnes derrière moi qui sont ici. Et Mme Fréchette continue de se promener là, derrière moi, continuer à rencontrer les gens, à serrer des mains. Après cette assermentation qui a duré une trentaine de minutes, Madame Fréchette qui avait invité également des anciens professeurs d'école pour montrer à quel point elle vient de loin, elle a rappelé ses origines à Trois-Rivières et tout son parcours par la suite pour finalement devenir première ministre, la 33e première ministre du Québec, deuxième première ministre femme après Pauline Marois. On peut l'écouter. Comme société, on a parfois l'impression d'être dans le brouillard. On sait qu'il y a quelque chose devant nous, mais on ne voit pas toujours clairement le chemin. Dans le brouillard, on a toujours un choix. Soit on recule, soit on avance. Eh bien, moi, je fais le choix d'avancer. Jean-François, les ministres sont d'avis que la réunification du parti, c'est une évidence, là. Oui, c'est la grande question aujourd'hui, bien entendu. Bernard Drinville a rappelé ce matin qu'il allait être présent lors de la prochaine campagne électorale, qu'il allait se représenter dans Lévis également. Mais là, on attend de savoir qui sera dans le Conseil des ministres de Christine Fréchette. Il y aura peut-être des déçus, bien entendu. On va écouter ce qu'avaient à dire plusieurs ministres qui étaient présents avant cette assermentation. Il faut se rallier, il faut travailler ensemble. On s'en sortira pas autrement. C'est la fin d'un rêve pour le moment, ça c'est clair. Puis je vais travailler avec Christine pour que ça se passe bien, pour que son mandat nous permette de se relancer, puis pour qu'on gagne la prochaine élection. C'est ça mon objectif. Christine comprend très bien qu'une course à chefferie, c'est normal qu'il y ait des débats d'idées. Puis après ça, que tout le monde va se rallier. Je pense qu'elle le fait bien, elle le dit. Et je pense aussi dans ses gestes, elle le fait. Donc, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. C'est un changement, c'est une nouvelle ère, c'est le printemps. Je m'attends de l'action. Vous allez voir, elle a dit qu'elle ferait bouger les choses. Quand on le fait avec sincérité et conviction, on est contraint de réussir. Et donc, dans quelques minutes, maintenant, 18h30, elle va rencontrer le reste du caucus de la CAQ, une réunion fort importante, évidemment. Merci beaucoup, Jean-François. Bon, maintenant, si vous en avez marre du ciel gris, du temps pluvieux, je ne vais pas vous décourager, mais ça va être comme ça jusqu'à vendredi. Au moins samedi, on devrait avoir des températures estivales. Entre-temps, Lily, donc, il y a pas mal de cours d'eau en ce moment sous surveillance, là.
Oui, Lanaudière, les Laurentides, la capitale nationale et l'Outaouais sont des régions sous surveillance présentement par la sécurité publique. Pour ce qui est de l'Estrie, du Saguenay, c'est sous contrôle, mais on craint le pire parce que dès demain soir jusqu'à vendredi matin, il pourrait y avoir jusqu'à 30 mm de pluie qui vont tomber. Et parlant de secteur à risque, je me trouve présentement à Rigaud. On voit la rivière des Outaouais. Clairement, ça avance, c'est rendu dans la rue, donc la situation est très préoccupante ici. C'est haut cette année. Présentement, c'est haut, mais on a déjà vu plus haut que ça. On est à Rigaud, en Montérégie, et voyez, la rivière des Outaouais est sortie de son lit. On le sait, ici, année après année, le secteur est extrêmement propice aux inondations. Vous êtes habitué de voir ça? Oui, je suis habitué à toutes les années. Je peux pas dire que j'aime ça, mais je suis habitué. Mais on vit. Mes chaloupes sont prêtes, mais tout est surlevé. Qu'est-ce qui peut être inondé? Là? Seulement, il y a 2 pieds plus haut présentement, là, trop haut. Tu sais, ça embarque sur l'asphalte, là. Oui, c'est ça. À matin, c'est à peine si elle commencé à couvrir le chemin, à peine. Depuis les dernières 24 heures, le niveau d'eau de la rivière des Outaouais a monté de plus de 20 cm. Et l'eau va continuer à monter comme ça dans les prochains jours. On se retrouve actuellement en situation d'inondation mineure. Ça veut dire que les propriétés qui sont en terrain en zone plus vulnérable se retrouvent touchées. Et il y a certaines routes aussi qui peuvent être partiellement submergées. Je veux quand même rassurer les citoyens, là, on n'est pas dans un scénario similaire à 2017-2019. De 20 à 30 mm de pluie sont aussi attendus de jeudi soir à vendredi matin, ce qui pourrait faire évidemment monter le niveau des cours d'eau. On surveille aussi d'ici le début de la semaine prochaine, donc dimanche prochain, un autre système d'envergure aussi là, qui va balayer l'ensemble du Québec et qui, lui, devrait aussi ramener, probablement apporter un autre 20 à 30 mm de pluie qui vont s'ajouter dans les régions de l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, où est-ce que les niveaux de rivière sont à surveiller. Là. Parmi les secteurs à risque, on compte aussi la rivière du Nord à Saint-Jérôme, où le niveau de l'eau se rapproche énormément des maisons. On sait qu'avec le système qui s'en vient vers la fin de la semaine, plus vers jeudi, vendredi, on va avoir une hausse plus marquée là, pour la fin de semaine. Donc, c'est les municipalités, bien sûr, qui surveillent, qui vont mettre en place s'ils voient qu'il y a des secteurs qui pourraient être isolés, par exemple, parce qu'il y a des routes qui sont pas praticables, qui sont inondées, ou s'il y a vraiment des citoyens là, que leur résidence serait inondée, bien là, ils vont pouvoir mettre en place, émettre des avis d'évacuation, puis mettre en place les mesures. La Ville de Montréal, elle, déploie son plan d'intervention de façon préventive, et ce, même s'il n'y a aucune inondation qui a été constatée pour l'instant. La mairesse Soraya Martinez-Ferrada souligne que la Ville surveille les niveaux d'eau et demande aux résidents des zones à risque de demeurer informés sur les pages web de leur arrondissement. En plus des précipitations, Environnement Canada prévoit une augmentation des températures où l'on pourra atteindre 20 degrés dans certaines régions samedi. Et ça pourrait faire accélérer la fonte des neiges et bien sûr faire augmenter le niveau des eaux. À Rigaud, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Une nouvelle fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez présentement mon adresse à l'écran. Le Parti libéral a présenté sa nouvelle recrue. Farnell Morisset, vulgarisateur de l'actualité sur les réseaux sociaux, va tenter de devenir député de Tachereau dans la région de Québec. Il est avec nous ce soir. Monsieur Morisset, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ça nous fait plaisir. C'est quand même une première au Québec qu'un créateur de contenu devienne candidat. D'abord, qu'est-ce qui vous amène à passer du web au terrain? Dans mon cas, c'est que mon activité sur le web était toujours axée sur l'activité citoyenne en premier, sur l'implication citoyenne. Alors, c'est quand même pas sorti de nulle part. Là. Je pense que les gens qui me suivent depuis un certain temps s'imaginaient que c'était le genre de choses qui pourraient arriver. Je suis très content de pouvoir le faire. Oui, vous avez quand même, il faut le mentionner, plus de 200 000 abonnés qui vous suivent. Et certains, quand même, on lisait dans les commentaires, semblent déçus, voire choqués de vous voir endosser les couleurs d'un parti politique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que je les comprends. Malheureusement, notre culture politique est riche en méfiance. Un peu de méfiance des gens qui veulent le pouvoir, c'est toujours bien, mais on a aussi une culture politique qui est souvent très négative. Alors, ça vient avec des gens qui préfèrent que les gens restent loin de tout ce qui est partisan, tout ce qui est politique. Mais ça reste que si on ne s'implique pas dans les questions politiques, on ne pourra pas avoir le genre d'impact qu'on voudrait avoir. Et pourquoi le Parti libéral du Québec?
De l'ensemble des véhicules politiques qui sont disponibles, c'est celui qui se rapproche le plus à ce que je crois être les bonnes orientations pour notre société. Alors, particulièrement la décentralisation de la prise de décision, que les décisions soient prises le plus près des gens qui vont subir les résultats de ces décisions-là. Aussi, à moyen et à long terme, les propositions économiques qui sont mises de l'avant par le parti, par Charles Milliard, je pense, sont parmi celles qui vont nous beaucoup régler les problèmes auxquels on fait face. L'avez-vous déjà critiqué, le Parti libéral? Est-ce que vous avez dû faire un petit ménage de vos publications avant de vous lancer? J'ai déjà critiqué le Parti libéral, oui. Je n'ai pas fait de ménage, non. Je suis très confortable avec l'ensemble de ce que j'ai déjà publié, ce que j'ai dit, et je fais confiance à l'intelligence du public de prendre la nuance et le contexte en considération. Au-delà de la partisanerie, M. Morissette, pensez-vous que votre présence dans la campagne électorale peut encourager les plus jeunes à s'intéresser davantage à la politique et augmenter le taux de participation le jour du vote? Bien, je l'espère très sincèrement. Pour communiquer avec, on dit les jeunes, mais en pratique, j'ai souvent l'impression que c'est peut-être les 35, même 40 ans et moins, sont très souvent, sinon majoritairement, sur les médias sociaux. C'est une façon de les rejoindre. Mais je veux dire, je ne serais certainement pas le premier candidat à utiliser les médias sociaux pour essayer de rejoindre un électorat plus jeune. Si je vous demandais, en terminant rapidement, de vulgariser votre candidature, ça serait quoi le commentaire de Farnell à venir? Ah, c'est surtout que moi, je crois que c'est très important d'avoir des droits et libertés, avoir une société qui garde le pouvoir le plus près du peuple, le plus près des gens possible. C'est légitime d'avoir un gouvernement, c'est légitime d'avoir des gouvernements qui prennent des décisions, mais il faut le plus possible que ces décisions-là soient au service des gens. Puis ça veut dire une économie qui fonctionne pour tout le monde et ça veut dire des opportunités qui sont disponibles pour tout le monde. Farnell Morisset, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. En dernière heure, maintenant, les policiers de Montréal enquêtent sur une mort suspecte. Je joins sur place ma collègue Alicia. Bon, Alicia, qu'est-ce qu'on a comme détail à cette heure-ci? Mais pour l'instant, on n'a pas grand détail, Marie-Christine. Je me trouve présentement devant la résidence où la mort suspecte aurait été constatée par les policiers il y a de ça quelques minutes. On est sur la rue Simpson, dans l'arrondissement Ville-Marie. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le corps d'une femme aurait été retrouvé dans la résidence. Il y a aussi un homme qui est détenu. On peut écouter les policiers là-dessus. Malheureusement, on ne peut pas entendre l'extrait, Alicia, mais donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un déploiement policier. Le SPVM est sur place, bien sûr, pour confirmer qu'il s'agit d'une mort suspecte. Est-ce qu'on en sait plus sur l'âge de la victime à cette heure-ci? Ou... On n'a pas l'âge de la victime pour l'instant, pas beaucoup d'informations. On sait que c'est un homme qui se serait présenté à la SQ pour dire qu'une femme aurait été blessée dans la résidence. Et ensuite, quand les policiers se sont rendus sur place, l'homme aurait été pris et est maintenant détenu. C'est ce que je voulais vous dire. Parfait. Merci beaucoup, Alicia. À Montréal, les 5500 cols bleus sont en grève pour 3 jours. Certaines contraventions de stationnement ne sont donc pas remises, mais attention, il y a quand même des exceptions. Les travailleurs sont sans entente depuis maintenant 2 ans et les négociations avec la ville achoppent sur les questions salariales. Les détails avec Étienne Fortin-Gauthier. On ne sera pas la ville la moins bien payée du Québec. Je vais me tenir debout pour vous autres. L'école bleue débute 3 autres journées de grève. Ils veulent vraiment pas que leur mouvement passe sous silence. Vous aimez ça faire du bruit? Ben oui, il faut faire du bruit, pour faire reconnaître notre travail. Vous n'aimez pas vos conditions actuelles? J'entends rien. L'école bleue veut se faire entendre, mais je vous dirais qu'on n'entend pas grand-chose. C'est ça que j'ai pas le fun pour les voisins. Ça fait partie de la game. OK, bouchons d'oreille, merci. Les petits bouchons, ça ferait pas de mal. Quand j'ai rentré à la ville, c'était un bon salaire, mais ça, c'était en 2017. C'est dans mes poches, c'est à peu près 750 par semaine. Je suis monoparentale, j'ai des enfants, puis avec le coût de la vie, ce que la ville nous offre, c'est pas assez. On fait pas une grève pour le plaisir. On est rendu là, on n'a pas le choix. Et un salaire moyen d'un journalier, c'est 55 000 par année. Et on se demande pourquoi le monde de l'École bleue vont à l'extérieur. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement décent à Montréal. Ils veulent travailler pour la Ville de Montréal, ils veulent travailler pour les citoyens, mais ça prend des salaires pour les soutenir.
Il y a des actions très bruyantes, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus silencieuses, notamment l'arrêt de la distribution de certaines contraventions à Montréal. Il y a toujours des contraventions pour les emplacements tarifés, les zones réservées aux résidents, aux personnes à mobilité réduite ou les stationnements illégaux devant les bornes fontaines, par exemple. C'est pas de charme, malheureusement. Ah oui, sinon vous en auriez profité. Sûrement. C'est pas une bonne idée, non. Non, c'est pas une bonne idée, non. Regarde l'état des routes. Moi, je rentre au garage à chaque 2 mois, 3 mois maximum. Donc, vous leur dites quoi au col bleu? Retourner au travail, non? C'est quand même des bons salaires, non, les cols bleus? Ils veulent plus. Oui. Ouais, ben... Il faudrait qu'ils regardent de gauche à droite un petit peu les autres. Là. Aujourd'hui, la mairesse de Montréal a refusé d'accorder des entrevues sur ce conflit de travail. Ça fait plus d'1 an que la ville négocie avec ses 5500 cols bleus. Malgré des dizaines de rencontres, il n'y a toujours aucune entente. Mais la ville de Montréal dit aujourd'hui être convaincue qu'elle pourra trouver un terrain d'entente prochainement. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Je vous parle maintenant d'un projet de logement dans le Vieux-Montréal qui a été bloqué par des citoyens. L'immeuble d'environ 650 unités devrait se situer à côté de la gare Vigée. Il faut savoir qu'en septembre dernier, il y a des résidents qui exprimaient déjà leurs inquiétudes quant à la hauteur de l'édifice et aussi à la congestion routière que l'édifice pourrait causer. La Ville affirme qu'une partie du projet pourrait tout de même se réaliser et que la construction du nouveau logement reste une priorité. Est-ce que je suis le seul qui a entendu parler de Claude Mythos et qui trouve ça inquiétant? On a des grandes compagnies comme OpenAI et Anthropic qui ont récemment décidé de limiter l'accès à leur IA spécialisée en cybersécurité. Et ça fait jaser, je veux dire, notre ministre fédéral de l'IA a rencontré des dirigeants d'Anthropic cette semaine. Leur IA, Claude Mythos, serait capable de trouver des failles de sécurité dans un code très facilement. Là, on parle de programmes liés à des sites Internet, des méthodes de paiement ou encore des institutions. Et ça fonctionnerait tellement bien que les développeurs ont décidé de ne pas rendre l'outil accessible au public. Mais pour comprendre les risques associés à ça, je m'en vais parler à un expert en cybersécurité. En fait, je pense que c'est un bon exemple de technologie qui peut avoir un usage double. Donc d'un côté, ça peut servir aux développeurs logiciels pour trouver des vulnérabilités dans leur code et les corriger, les renforcer. Mais si on met ça dans les mains de pirates informatiques, ça peut aussi servir à trouver des vulnérabilités qui existent dans des systèmes déployés, les exploiter et donc faire des fuites de données, faire crasher des systèmes, installer des rançongiciels. Devant ce risque, l'entreprise Anthropic a commencé le projet Glasswing. En gros, des grosses entreprises comme Apple, Microsoft et Amazon peuvent utiliser l'outil avant que ça devienne public. Avant de paniquer, il faut aussi parler de l'aspect publicité de Claude Mythos. Ça donne beaucoup de visibilité à sa compagnie et il reste à voir à quel point ça fonctionne. Et niveau cybersécurité, on est encore loin d'être à l'abri de tout danger. Moi qui travaille en vie privée, il y a un gros enjeu sur toutes les données captées par les agents IA, mais aussi beaucoup par les larges modèles de langue. Imaginez si tous les gens qui disent ChatGPT, si on rendait public toutes les conversations qu'ils ont eues avec ChatGPT les 2 derniers mois. Souvent, les gens ont l'impression de parler à quelqu'un, donc ils sont en confiance, donc ils divulguent beaucoup de données. Donc en termes de capter des données personnelles, c'est quasiment, je pense, le pire cauchemar de toutes les technologies récentes. Un père et sa fille accusés de voies de fait armées et de harcèlement criminel sur de jeunes arbitres au Lac-Saint-Jean. Les détails au retour. C'est Marc-Antoine qui nous parle depuis l'Estrie ce soir. Maxime est à Trois-Rivières, mais d'abord Louis-Mathieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un père et sa fille ont comparu à Alma pour des accusations de voies de fait armées et de harcèlement criminel sur des arbitres. Exactement, Steve Desgagnés qui aurait assisté au match de sa fille le 10 janvier dernier au centre sportif de Mistook à Alma. Après une décision prise par l'arbitre, sa fille âgée de 19 ans aurait fortement réagi à la décision et serait allée jusqu'à utiliser son bâton de hockey pour affliger des coups aux officiels. Le paternel se serait lui aussi impliqué dans les échanges proférant notamment des menaces de mort aux officiels. Il faut savoir que le père a fait face à 2 chefs d'accusation supplémentaires en lien avec ces chefs d'accusation, ces menaces, pardon. Il faut savoir également que le père a un passé d'emprisonnement auparavant en lien avec du harcèlement. Pour l'arbitre régional en chef, ce genre de comportement n'a tout simplement pas lieu d'être dans le sport. C'est sûr que c'est désastreux. On ne veut pas ça.
On veut pas ce genre de comportement-là, promenant des joueurs, des entraîneurs et tout. On devrait se faire respecter. Généralement, le monde, s'il nous crie après nous, il veut nous attaquer verbalement et tout. Mais c'est généralement pas envers la personne, mais c'est plus envers le gilet. Donc, c'est pour ça que ce qui fait en sorte que c'est ce genre de... pour un officiel, c'est important de se faire une carapace. Nous, les officiels, on va respecter les joueurs, les entraîneurs, les spectateurs, les différents autres intervenants. On s'attend que ces gens-là se passent de même à nous aussi. À la suite des événements du 10 janvier, Émy Desgagnés a dû rencontrer le comité de discipline de sa ligue et s'est vu imposer une suspension pour la saison actuelle, mais aussi pour la saison à venir. Bien, merci beaucoup, Louis Mathieu. Je me tourne maintenant vers Maxime, la Ville de Trois-Rivières qui a annoncé un projet pilote d'unité mobile pour prévenir les décès et les hospitalisations liées aux surdoses. Exactement, on parle d'un centre qui a pour but de réduire ces risques-là de surdose, mais aussi pour que ça soit fait dans un endroit sécuritaire. Les personnes qui sont consommatrices, les personnes utilisatrices, en fait, les intervenants vont pouvoir venir discuter avec eux, parler de leurs préoccupations, mais aussi leur offrir des outils pour leur permettre de s'en sortir. C'est aussi une manière d'aller voir les gens dont l'accès à des centres fixes est un peu plus compliqué ou s'ils se retrouvent dans des milieux défavorisés ou dans des milieux isolés. Ce projet-là est très nécessaire, selon le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, parce que de 2020 à 2024, il y a eu une augmentation de 30 des décès liés aux surdoses par intoxication. Et c'est prouvé qu'à la suite de l'implantation d'un mobile, il y a une certaine diminution des risques et des décès. Mais voici ce qu'en pense le maire de Trois-Rivières. L'enjeu, c'est d'essayer de les amener ailleurs, c'est d'essayer de faire en sorte que quand ça se fait, ça ne contamine pas tout le monde, que ça soit sécuritaire. Ça ne règle pas complètement le problème. On est plus dans une approche de réduction des méfaits. On essaye que ça nuise le moins possible. Donc, c'est pas miraculeux, mais ça vient contribuer justement à la cohésion, au vivre ensemble. Ce nouveau projet vient s'inscrire dans le plan d'action en cohabitation sociale mis en place par la Ville de Trois-Rivières en mai 2024, dont 42 des 46 projets qui s'y inscrivaient ont été réalisés ou partiellement réalisés en 2025. Merci, Maxime. Marc-Antoine, à Sherbrooke, la chapelle de l'Université Bishop n'aura pas à se conformer au projet de loi qui interdit les pratiques religieuses dans les lieux d'enseignement supérieur. Oui, et c'est un soulagement pour plusieurs acteurs de la communauté de l'Université Bishops. Donc, la chapelle Saint-Marc, qui est située directement sur le campus, va pouvoir continuer de recevoir ses fidèles. C'est que la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, a réussi à exclure ce lieu culte du projet de loi 9. Donc, la loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, adoptée le 2 avril dernier, prévoit la fin des espaces de prière dans les cégeps et les universités. Et bien que Bishop soit devenu une institution laïque, l'organisation est vraiment soulagée que la chapelle historique située sur son campus puisse poursuivre son rôle. Et les étudiants ont besoin d'espaces qui soutiennent le bien-être, y compris sur le plan spirituel. Et garder la vocation de la chapelle, c'est aussi reconnaître de la diversité. Les personnes responsables de la chapelle, bien, ils m'ont tous interpellée parce que eux, dans leur compréhension de la loi, de l'article, bien, ils voyaient une menace à la pratique religieuse. Donc, moi, j'ai décidé de valider ça puis de s'assurer qu'il y ait une clause de droit acquis. Les chapelles de l'Université McGill, Concordia et Laval vont pouvoir également garder leur chapelle sur leur campus. Merci, Marc-Antoine. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Conflit au Moyen-Orient, pas de prolongation de cessez-le-feu alors que les négociations de paix se poursuivent. Et on va parler avec Yves Boisvert de cette guerre de propagande générée par l'intelligence artificielle entre les États-Unis et l'Iran. Et c'est confirmé, les Canadiens commenceront les séries éliminatoires à l'étranger. On va en discuter avec les gars du CK7. Mais d'abord, Christine Fréchette, qui est officiellement la 33e première ministre du Québec, en fait, la deuxième femme à la tête de la province. On revient sur ce moment marquant, quand même, comme assermentation, avec une pionnière en politique, la première première ministre du Québec. Pauline Marois, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'assermentation d'une femme à la tête de l'État? D'abord, je vais féliciter Mme Fréchette, c'est quand même important. Pour moi, c'est un pas encore de géant aujourd'hui.
après 14 ans, hein, la deuxième femme qui sera chef d'État, la plus haute fonction au gouvernement du Québec. Je suis très fière de ça. Et j'ai l'impression d'y être juste un petit peu. Hein, j'ai aucune prétention pour quelque chose, dans le sens où j'ai ouvert des portes. Et ce que j'ai envoyé un message à Mme Fréchette en lui disant, vous savez, à chaque fois qu'une femme atteint un poste de haut niveau, ce sont toutes les femmes qui avancent. Ce sont toutes les femmes qui sont gagnantes. Parce qu'on envoie un message où on dit aux femmes, c'est possible. Hein? Vous pouvez vous engager en politique. Vous pouvez avoir une profession qui va vous mener au plus haut niveau, qui va vous mener à la direction d'institutions, à la tête d'entreprises, à la tête de grands syndicats. On a 2 femmes qui sont chefs syndicales de 2 grandes entreprises syndicales au Québec aujourd'hui. Alors, c'est un message qu'on envoie aux femmes. Et moi, je suis très fière de cela. Et je veux féliciter Christine Fréchette pour en être rendue à cette étape maintenant. Oui, c'est un beau message, c'est possible, mais quand même, c'est pas toujours évident. Il y a plusieurs femmes, notamment, qui ont quitté la vie politique. Je pense à Dominique Anglade, Marois Risky, Christine Labrie, politique municipale également. C'est quand même pas évident. Plusieurs femmes ont de la misère à concilier travail, famille. Il y a encore du chemin à faire, Mme Marois, là. Oui, il y a encore du chemin à faire, mais il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui sont tombés. Je pense, entre autres, à tout ce qu'on a fait autour des politiques familiales. Je ne veux pas ramener ça là, longuement, mais on a permis à ce qu'il y ait un meilleur équilibre dans le partage des tâches à l'égard des enfants, à l'égard de la maison, à l'égard de la famille. Et c'est vrai que quand on regarde les femmes qui ont quitté, malheureusement, ce sont des femmes de grande qualité qui sont parties, mais en même temps, elles n'ont jamais envoyé comme message que ce n'était pas possible. Elles ont plutôt dit, c'est compliqué, c'est difficile, c'est exigeant. Elles ont souhaité que les institutions s'adaptent, corrigent un peu le tir dans certaines modes, dans certaines façons de s'organiser pour que les femmes, justement, pour que ce soit plus facile et plus possible pour les femmes d'être en politique. Alors oui, c'est pas facile, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, le plus difficile comme femme? D'abord, je dirais c'est tout le chemin que j'ai dû parcourir pour y arriver, où souvent on m'a jugé pas nécessairement sur les gestes que je posais, mais on m'a regardé sous l'angle d'être une femme, et puis on a posé parfois un jugement qui était très dur à mon endroit et non justifié à mon point de vue. Et puis j'explique cela de la façon suivante. Vous savez, on a l'impression que les femmes sont plus fragiles, sont plus vulnérables. Et ça donne le sentiment aux gens qui nous critiquent, qui nous rentrent un peu dedans, de pouvoir le faire impunément. Je crois qu'on n'est plus, à cet égard-là, on est atteignable plus facilement et plus durement parfois. Regardez ce qui se passe sur les médias sociaux. Vous avez entendu combien de femmes à l'Assemblée nationale dénoncer ces situations-là. Moi, je me suis tellement éloignée des réseaux sociaux que j'ai essayé qu'ils ne m'atteignent pas jamais. Mais est-ce que le traitement qu'on a à l'égard d'une femme sur les médias sociaux est le même que celui qu'on a à l'égard des hommes? Poser la question, c'est y répondre. Alors voilà. Donc oui, il y a eu des difficultés en cours de route, mais il y a une chose que j'ai décidé de faire dans ma tête d'abord, c'est de me faire confiance. Et je crois que les femmes, c'est un des problèmes majeurs qu'on a lorsqu'on vient en politique. On doute un peu de nous-mêmes, le sentiment de l'imposteur. Me faire confiance, avoir une vision claire de ce que je voulais faire pour le Québec, de là où je voulais mener le Québec, m'entourer d'une équipe solide et de faire fi du fait qu'on allait me critiquer comme femme. On allait faire peut-être des remarques à l'occasion désobligeantes et absolument pas justifiées. Et ça m'a permis d'être plus sereine dans ce que je faisais. Évidemment, j'avais changé quelques petites habitudes là qui sont... c'est un peu choquant à rappeler, mais j'avais décidé d'abandonner les bijoux, abandonner les foulards. Je me suis habillée en gris, en bleu, mais de l'autre côté, on peut pas satisfaire tout le monde, jamais. Non, on peut pas satisfaire tout le monde, mais ce que ça faisait, c'est que ça enlevait une distraction qui était pas utile. Et je me suis assumée comme femme en disant, j'ai ma façon à moi de faire de la politique, je vais en faire de cette façon-là, et
encore une fois, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux faire, je vous le propose, j'ai besoin de vous, et puis assumons-nous, quoi. Merci beaucoup, Mme Marois, d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir et je souhaite bonne chance à notre nouvelle première ministre. Merci. Merci. Maintenant, guerre en Iran. Une deuxième session de négociations entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan sera en train de se dessiner, mais il faut se rappeler que les premiers pourparlers le week-end dernier n'ont abouti à aucun accord. Sabrina, donc, le président américain affirme d'ailleurs aujourd'hui que la guerre est pratiquement finie dans le Golfe. Oui, c'est ce qu'il a affirmé encore une fois dans une entrevue qui a été diffusée aujourd'hui sur Fox News. Et il a réitéré aussi aujourd'hui que l'Iran voulait absolument arriver à un accord. On va l'écouter un extrait. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Oui, donc pour l'instant, l'Iran a accueilli aujourd'hui une délégation pakistanaise pour poursuivre, donc bien sûr, les échanges avec les États-Unis par la voie du médiateur. Ils doivent discuter des futures négociations. Mais bon, quand même, rien n'est joué parce que l'armée iranienne a menacé aujourd'hui de perturber justement la navigation dans la mer Rouge. Les États-Unis continuaient le blocus des ports iraniens. Et même selon un communiqué des forces armées iraniennes, le blocus serait une violation du cessez-le-feu. Et pour ce qui est de l'état de la situation, bien, les États-Unis disent que le blocus a complètement paralysé, en fait, le commerce maritime de Téhéran, pendant qu'on voit d'ailleurs la porte-parole de la Maison-Blanche qui a démenti aujourd'hui à l'effet que les États-Unis auraient demandé là, à ce que le cessez-le-feu soit prolongé. Caroline Leavitt qui a dit que ces informations sont fausses. Elle a toutefois confirmé bon, qu'il y a toujours un lien entre les États-Unis et l'Iran. We remain very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. Sabrina, maintenant, le président Trump qui a récidivé avec une autre publication mettant en scène Jésus. Oui, toujours sur Truth Social. Alors, cette publication qui a été dévoilée aujourd'hui, le même écrit « Les fous d'extrême gauche n'aimeront pas ça », mais je pense que c'est très bien. On va la voir justement, cette publication-là. On y voit Donald Trump avec, Jésus. Ils sont en train de se faire une accolade, puis comme fond d'écran, eh bien, on a le drapeau américain. Bon, bien sûr, cette publication-là, ça survient après qu'il ait publié une photo de lui en Jésus, qu'il a supprimé, bien sûr, ça choque les démocrates. Donald Trump, he needs to apologize for that deeply offensive post. And then you got J.D. Vance going around who just lies like water. So he just lies all the time. And so when asked about Donald Trump's Jesus post, J.D. Vance says, oh, that was a joke. Trump needs to apologize for his deeply offensive image that is very offensive to many Christians and Catholics in the United States. Bon, bien sûr, l'Internet s'en donne à cœur joie. Il y a plusieurs mèmes, donc des memes qui sont publiés par des citoyens pour soit rire ou critiquer, bien sûr, ces différentes publications de Donald Trump avec Jésus. La multiplication des avis. Merci, oui, voilà. Sabrina. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors donc, pendant qu'il y a des affrontements entre les États-Unis et l'Iran, il y a également une guerre de propagande qui se dessine sur les réseaux sociaux. On va d'ailleurs en écouter un extrait. Ça s'en vient. I will never give you up. The Strait of Hormuz must be shut. Blockade, blockade. Alors Yves, vous avez remarqué la chanson, bien sûr, Voyage, voyage de Désirless. C'est en fait l'ambassade de l'Iran d'Iran en Afrique du Sud qui a repris cette chanson. Mais quel est le message, selon toi? Oui, écoute, c'est bon. D'abord, c'est pour ridiculiser le président des États-Unis. Mais tu sais, Marie-Christine, il y a un vieil adage qui dit que la première victime de toute guerre, c'est la vérité. Alors, la propagande, ça fait partie de la guerre. C'est indissociable. Ça peut toujours exister, mais là, avec l'intelligence artificielle, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. Mais Marie-Christine, pensons simplement, on vient d'entendre là, des extraits d'une entrevue de Donald Trump. Ça fait 5 semaines que ça dure, cette guerre. Ça fait 5 semaines qu'il dit « c'est pas mal fini, c'est fini oui. ». Mais après, en même temps... C'est toujours sur le point d'être réglé, mais dans le fond, c'est comme une stratégie aussi. Là. Ben oui, absolument. Donc, chaque interview qu'il donne,
et de la propagande, parce qu'il donne une image fausse de ce qui se passe. Et il a dit que c'était une excursion. Après ça, il a dit qu'il allait peut-être mettre fin à cette civilisation. Et donc, ça fait partie de l'arsenal de la guerre. Mais oui, avec l'intelligence artificielle, mais là, on arrive à un autre niveau. Là aussi, il y a un aspect, dans cette guerre de propagande, on a fait des références à des films. On a utilisé le personnage aux États-Unis c'est la Maison-Blanche qui fait ça, de Bob l'éponge, personnage. Lego aussi, on peut créer n'importe... En fait, on peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr, mais je m'insurge contre l'utilisation de Bob l'éponge, ce personnage éminemment pacifique et sympathique. Tu as raison. Mais... Il ne devrait pas entrer dans cette guerre-là. Non, mais aussi avec des jeux vidéo. Et donc, on veut passer des messages, on veut séduire des audiences. Et l'intelligence artificielle, moi, c'est pas la propagande de l'intelligence artificielle qui m'inquiète, c'est son utilisation dans la guerre elle-même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'intelligence artificielle qui provoque des bombardements et qui prennent le contrôle de certaines actions militaires. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Oui, mais tu le disais, de tous les temps, la propagande a été utilisée. C'est là que le moyen pour y parvenir est très sophistiqué. Bien, absolument. Mais c'est un outil de négociation aussi. Quand Trump dit « c'est presque fini », bien là, lui, il veut lancer un message au marché. On sait à quel point, pour lui, la cote de la bourse, le Dow Jones, c'est un signe du succès ou de l'insuccès d'une administration. Et ensuite, bien, c'est de faire pression sur l'autre pays pour des négociations. Et là, l'Iran dit « on va les bombarder ». Lui, Trump dit non, c'est presque réglé. Tout ça n'est absolument pas fiable. Bon, on va souhaiter bonne chance à Bob l'éponge. Je pense qu'il peut en absorber beaucoup. Oui, et son fidèle compagnon, concombre de mer. Ah oui? Étoile de mer. Ah oui, c'est ça, étoile. Merci, Yvan. Demain, bye-bye. Le comédien, danseur et producteur Olivier Loubry lance son premier livre et on le reçoit au retour. Restez là. On revient sur la mort suspecte d'une femme au centre-ville de Montréal. Selon nos sources, il s'agirait d'un meurtre. La victime aurait été atteinte par balle. Un homme s'est rendu à la Sûreté du Québec en début d'après-midi pour signaler donc qu'une femme était blessée à l'intérieur de son logement. Les secours ont tenté des manœuvres de réanimation en vain. Son décès a été constaté sur place. Un suspect est présentement interrogé donc par les enquêteurs. On ignore son lien avec la victime et les circonstances entourant le drame. Une enquête est en cours, évidemment. Maintenant, Live Nation, qui possède Ticketmaster, a été déclaré coupable de monopole illégal. L'entreprise contrôle 86 % du marché des concerts et 73 % du marché global, en incluant les rencontres sportives. Alors, les prix des billets et les frais de service ont augmenté de manière importante depuis la fusion entre Live Nation et Ticketmaster en 2010. La possibilité que l'entreprise soit scindée n'est pas écartée par le juge en charge de cette affaire. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marie-Christine. On t'a joint dans un bar du centre-ville pour le lancement du livre d'Olivier Loubry, comédien, danseur, producteur et maintenant auteur. Exactement, et c'est très bruyant. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a du monde à la shop. Bonsoir, Olivier. Salut, Alex. Olivier, c'est une biographie, mais ça s'intitule « Vous me croirez pas ». Non. Je sens que ça part mal. Ah non, au contraire, ça décrit tout. Ah oui? C'est pas une biographie. J'ai 46 ans, ce serait arrogant d'écrire une biographie à mon âge. Moi-même, je ne me serais pas cru. Marie-Ève Gélina, mon éditrice, a fait « Tu vas écrire un livre, pas sur ta vie, mais sur toutes tes histoires que tu as vécues, que personne ne croit jamais. » D'où le titre « Vous me croirez pas ». T'as 10 mois pour le faire, go. Ça te tente-tu? Et je me suis entendu dire, mais bien sûr! Mais voilà. Comme tu as beaucoup d'anecdotes, comment on fait le tri dans tout ça? Comment on choisit? On envoie 250 pages de trop à son éditrice qui fait « Calme-toi, jeune homme ». Après ça, on fait un tri presque naturellement. En fait, de ce que j'avais surtout envie de partager. Les temps sont durs, ça va mal partout sur la planète. J'ai fait qu'est-ce qui pourrait faire le plus sourire, faire du bien aux gens? C'est très impudique comme exercice pour moi de me raconter à ce point-là. Le fun,
mais impudique. Et justement, quand on arrive dans des anecdotes personnelles, quand on n'est pas en train d'inventer, y a-t-il une certaine censure? Est-ce qu'on valide avec les gens qui sont impliqués dans les anecdotes? On valide auprès de tous. J'ai validé auprès de tous ceux. Oui, bien sûr. C'est des amis, c'est des gens que je veux qu'ils continuent à m'aimer après la sortie du livre aujourd'hui. Tu sais, je parle de mes soucis de santé l'année passée. Je parle de mon coming out dans le livre. Je parle de plein de choses. J'ai fait tant qu'à le faire. Fais-le avec légèreté, avec humour. Et je ne parle que des gens que j'aime, qui ont été et qui sont encore hyper importants dans toutes mes histoires improbables. Si je me trompe pas, tu as fait de la mise en scène, tu joues, tu danses, mais c'est la première fois que tu te lançais dans l'écriture comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie de peut-être faire autre chose qu'une fiction? Assurément. J'ai toujours écrit ici et là, mais à ce point-là, du début à la fin, c'est la première fois, puis j'ai réellement eu la piqûre. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je pense que je vais attendre de voir la réaction un peu. Tu sais, je suis patient, je suis pas pressé. Puis oui, c'est une autre corde à mon arc qui en finit plus, mais j'aime ça me mettre en danger. Et ce projet-là me met en danger. Et rapidement, est-ce qu'il y a une anecdote qui est dans ce livre-là que tu regrettes en ce moment? Oh, il y en a plein, Alex. Que je regrette d'avoir écrit. Ouais. Oh, ma double circoncision. Ah! C'est ça. Bon, ben écoute, Olivier, c'est là-dessus que ça va se terminer. Bon lancement, amuse-toi bien, il y a énormément de monde, je te laisse aller retrouver tes gens. C'est beaucoup d'amour, merci d'être là. Alors voilà, Marie-Christine, si vous voulez en entendre plus sur la circoncision, c'est dans ce livre-là que ça se passe. Bye, à demain. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, place aux séries. Les Canadiens vont commencer ça en voyage-voyage. En voyage, effectivement, une chanson qui revient à la mode. Il n'y a plus de doute pour l'avantage de la patinoire. Non, est-ce que tu veux qu'on t'en reparle? Non, on a très bien compris hier, c'était très, très clair. Alors, pour les gens qui n'étaient pas avec nous quand même hier, donc cette série va s'amorcer du côté de Tampa. Voilà. On ne sait pas encore exactement, mais ce sera sans doute dimanche en raison de la présence d'un groupe bien connu. Peugeot Pluma. Est-ce que tu connais ça, Marie-Christine? Oui, Peugeot Pluma, chanteur, auteur-compositeur mexicain, qui est en spectacle samedi à Tampa. Donc, ça se pourrait que la série commence dimanche pour cette raison. Il y a des grandes chances. Peugeot Pluma. Faites vos recherches. Donc, les deux premiers matchs vont être à Tampa. Par la suite, ça va se transporter du côté de Montréal. Le Canadien, quand même, qui a la deuxième meilleure fiche à l'étranger, Marie-Christine. Donc, cette saison dans la Ligue nationale, ça va bien aussi côté avantage numérique. Alors, on ne doit pas paniquer, il n'y a rien là. Le Canadien est en bonne position. On aura l'occasion de s'en reparler. Ah oui. La Ligue nationale, cependant, n'a pas terminé cette activité. Il y a encore des matchs, mais malgré tout, on connaît le portrait des séries qui sont présentées dans l'association Est. Alors, les Sénateurs affronteront les Hurricanes, les Bruins face aux Sabres et les Flyers face aux Pingouins de Pittsburgh. Ça va être une excellente série, évidemment. Et je termine ce volet hockey en te parlant de Marie-Philippe Poulin, parce que la capitaine de la Victoire de Montréal a effectué un retour à l'entraînement. C'était avant ses coéquipières aujourd'hui. Elle ne jouera pas le prochain match face au Fleet d'Ottawa, mais on pense qu'elle se prépare évidemment pour revenir lors des séries éliminatoires. Il reste encore 3 matchs à la saison de la Victoire. Maintenant, parle-moi de l'équipe canadienne masculine de basketball qui jouera un match à Québec. Oui, le 31 août prochain, c'est dans le cadre des qualifications en vue de la Coupe du monde qui sera présentée en 2027. C'est la deuxième fois que l'équipe masculine qui va jouer du côté de Québec. La dernière fois, c'était en 2019. Le Canada occupe le 5e rang mondial. Il y a 16 équipes qui vont participer à ces qualifications. Il y a 7 formations qui vont participer à la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar. Maintenant, l'avenir de Live Golf semble de plus en plus incertain. Oui, effectivement. Donc, écoute, selon le Financial Times, semble-t-il que dès cette fin de semaine, la Live Golf pourrait complètement cesser ses activités. Pourquoi? Bien, c'est parce que le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, qui a versé jusqu'à date 5 milliards de dollars dans ce projet, va retirer ses billes, ce qui fait qu'il n'y aurait plus de financement. Plusieurs golfeurs de la PGA avaient pris la décision d'aller faire un tour du côté de la Live Golf. Alors là, on se retrouve avec le bec à l'eau parce que finalement, ce circuit va mettre un terme à ses activités. Oui, ça pourrait être le dernier tournoi en fin de semaine du côté de Mexico City. On avait attiré de gros joueurs du côté de la Live Golf, donc ça pourrait disparaître. Et c'est mon erreur, j'ai oublié de te parler de la boxeuse québécoise Léla Baudouin. On voulait faire du chemin sur Québec qui accueille des événements sportifs. Bien, elle va se battre justement du côté de Québec dans les prochaines semaines. Erreur pardonnée. Merci beaucoup, les gars. À demain. OK, bye-bye. À demain. Il y a un coq
qui a connu un début de vie plutôt inhabituel pour son espèce. Il s'appelle Gaspard, c'est un coq soie âgé de 6 mois qui a été élevé par une famille humaine et leur chat. Dès le tout début, il imitait le comportement de son compagnon à 4 pattes, donc il répondait à son nom, voulait se coller avec les membres de sa famille, aimait se faire flatter. Malheureusement, le coq étant interdit à Montréal, le petit Gaspard a été confié à la SPCA de Montréal avant d'être relocalisé dans un sanctuaire. Gaspard se porte mieux aujourd'hui. Salut, Michel. Toutes les blagues autour de ça. Oui, mais... Salut, Michel. Ça va bien? Oui. J'aime ça quand tu es à côté de moi, en plus. Pour la chronique animale. La sermentation de la première ministre, bien sûr, Christine Fréchette, aujourd'hui. Mais là, s'en vient la composition du cabinet des ministres. Là, ça c'est du Conseil des ministres. C'est très intéressant. Est-ce qu'il va être composé que d'élus? Bien, ça, c'est pas certain, parce que la première ministre a ouvert, d'ailleurs, la porte en entrevue, de dire, voir les possibilités. Il y a des discussions qui se font avec des gens qui ne sont pas des élus. C'est légal de faire ça, de nommer comme ministre des gens qui ne sont pas élus. Propose-toi, tu pourrais déjà avoir de l'information. Je pense qu'on va rester de ce côté-ci de la politique. Ça a été le cas avec François Legault, on l'oublie en 98. Il a été ministre du Commerce sous M. Bouchard, 3 mois avant de devenir député. Alors, pour ou contre la nomination de non-élus dans un Conseil des ministres, c'est le débat qu'on fait ce soir à 22h30. Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.